3, 2, 1. Qu'est-ce que ça veut dire lire un texte? Cette question doit vous sembler simple. Et pourtant, elle ne l'est pas tant que ça. Ça n'est pas que déchiffrer une suite de mots qui forment des phrases et qui ensemble ne produiraient rien. Lire, dans votre tête, ça doit toujours produire quelque chose de plus grand que la phrase. Ça doit reconstituer un ensemble compréhensible dans vos imaginations. La somme de tous les signes que vous avez lus dans un texte doit reconstituer un discours ou une histoire. Et l'histoire que vous avez lue, elle tient dans votre tête, elle tient dans votre imagination comme une espèce de film mental, avec comme des images, comme des sons qui vous font vivre en esprit l'histoire que vous avez lue. On va s'intéresser à cette affaire de lecture aujourd'hui et l'on va se servir des textes que je vous ai fait parvenir mercredi matin, les textes du jour 8. Mais pour commencer et pour introduire le cours audio du jour, celui du jour 9, une expression du jour. L'expression du jour, la voici. L'illusion romanesque. Ça tourne dans vos têtes. Illusion romanesque. L'illusion, c'est ce qui n'est pas vrai, ce qui peut faire semblant d'être vrai, mais qui n'existe que dans votre imagination. L'illusion, c'est un phénomène, quelque chose qui se passe, mais qui n'est pas dans la réalité des objets qui se touchent, qui sont consistants, dont vous êtes certain de l'existence. L'illusion, au contraire, c'est la tromperie, c'est la magie, le mensonge. Une illusion, l'illusion, c'est une affaire mentale. La réalité produit des illusions et vous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Vous vous promenez quelque part, vous passez devant une maison et vous vous dites cette maison, je l'ai déjà vue alors que je ne suis jamais venu ici. On ajoute l'adjectif romanesque au nom illusion. Romanesque, c'est ce qui est dans l'univers des romans, c'est ce qui concerne le roman. Le roman en tant qu'histoire contenue dans un livre, histoire inventée le plus souvent. On vous raconte quelque chose qui n'a pas vraiment eu lieu, qui agite votre imagination, qui occupe votre temps et qui vous amène quelque part ailleurs. C'est ça l'illusion romanesque. L'illusion romanesque, c'est le phénomène qui a lieu quand, lorsque vous lisez un roman, vous quittez en quelque sorte le monde concret dans lequel vous vivez pour vous téléporter dans l'univers fabriqué par tout ce que dit le roman, par ce que vous raconte le roman. Les phrases du roman qui s'enchaînent vous arrachent de la réalité et vous vivez pendant votre lecture dans l'univers reconstitué et représenté par le récit que vous lisez. Et l'illusion romanesque, c'est ce qui fait que dans un roman où il y a plusieurs personnages qui luttent les uns contre les autres, vous prenez en général parti pour l'un de ces personnages, vous souffrez avec lui quand il fait face à des obstacles. C'est ce qui fait qu'à la fin d'un texte qui vous a particulièrement plu, qui vous a emporté, vous ressentez une espèce de douleur, de vague à l'âme quand vous terminez l'histoire, que vous refermez le livre et que vous vous dites « Maintenant, il faut que je retourne dans la vraie vie alors que l'univers que fabriquait l'histoire était merveilleux, me plaisait plus que le monde réel dans lequel je vis. » Les jeux vidéo fonctionnent aussi comme ça. Vous lancez le jeu, la partie commence et vous quittez d'une certaine manière le monde réel pour vivre virtuellement dans un univers fabriqué pour vous plaire. Et l'illusion romanesque, c'est une forme de piège tendu par un texte que vous lisez, par un film que vous regardez, par une histoire que vous découvrez.
Pour travailler aujourd'hui, je demande à chacun de reprendre devant lui le texte du jour 8, qu'il a normalement déjà lu, qu'il a découvert. Et après l'avoir découvert, je vais vous accompagner dans la compréhension progressive de ce texte. J'ai une image mentale de chacun des personnages et de chacun des lieux qu'ils visitent, et j'ai eu l'impression, en relisant le texte avec ce cours audio d'aujourd'hui, d'être comme un témoin de la scène que racontait ce texte, à tel point que je me sens capable d'écrire la suite sans la connaître. Je vous demande d'avoir ce texte devant vous, l'extrait de Madame Bovary à partir duquel l'on va tâcher de mettre en place les conditions de l'illusion romanesque, que vous puissiez reconstruire mentalement la scène qui se joue dans extrait de roman. Vous l'avez devant vous, c'est parti. Je ne vais pas présenter en détail qui est le personnage principal de ce roman, Madame Emma Bovary, pour vous remettre en tête l'histoire qui est racontée dans le roman Madame Bovary, il faut que vous réécoutiez le cours audio du jour 2, publié la semaine dernière. Je rappelle seulement que Madame Bovary est le personnage d'un des romans d'amour les plus importants de la littérature française, personnage qui tout au long de sa vie ne connaît que des déceptions amoureuses parce qu'elle voudrait vivre l'histoire d'amour ultime, parfaite, dont elle avait rêvé en lisant toute sa jeunesse des romans d'amour gnangnan qui se terminent toujours bien, où il n'y a jamais de trop grandes contradictions, où les princes sont toujours charmants. C'est l'idée qu'Emma Bovary a des histoires d'amour, et dans sa vie qui est racontée dans le roman, ce n'est pas du tout ce qu'il se passe. Emma Bovary vit une tragédie de l'amour. Elle en meurt. À trop chercher l'amour, elle sombre dans le désespoir. Qu'est-ce qu'il s'est passé avant l'extrait que l'on va étudier aujourd'hui? Emma s'est mariée, Charles Bovary. Charles est un homme médiocre qui se contente de peu et qui ne fait vivre à Emma aucune histoire particulière et qui ne fait qu'ennuyer Emma, et elle est allée chercher ailleurs, elle a commis l'adultère avec un premier personnage du nom de Léon. Ça ne s'est pas bien passé. Elle rencontre plus tard Rodolphe. Rodolphe, c'est un noble. Au XIXe siècle, les nobles n'ont plus le même statut qu'avant la Révolution française de 1789. Rodolphe, il se fait passer pour un prince, mais c'est un petit noble, on dirait. Il n'a pas vraiment besoin de travailler, mais ce n'est pas quelqu'un de très digne. C'est quelqu'un qu'on pourrait appeler aujourd'hui un profiteur. Il profite de son statut de noble, qui ne veut plus dire grand-chose à ce moment-là du XIXe siècle, et il a suffi qu'il soit noble pour qu'il séduise Emma. Emma, ce qu'elle veut, c'est un prince. Elle a construit son idée des nobles à partir des romans qu'elle a lus. Et pour elle, Rodolphe, c'est un chevalier, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui lui fera vivre des aventures impossibles, quelqu'un qui lui fera découvrir l'amour le plus extraordinaire. Ça ne sera pas le cas. Rodolphe, lui, de son côté, il est moins naïf qu'Emma et il se dit qu'il va profiter un moment de cette jeune fille qui croit tout ce qu'on lui dit et que le moment venu, il la laissera tomber. Vous devez avoir ça en tête. Et l'on arrive à l'extrait que vous deviez lire pour aujourd'hui, l'extrait du jour 8. Et tandis que je vais le relire avec vous, je vais essayer de vous faire revivre la scène ou de vous donner les outils pour que vous reviviez en imagination la scène qui se déroule dans cet extrait. Imaginez-vous au XIXe siècle,
Dans la scène que vous allez reconstruire mentalement, il ne peut pas y avoir de téléphone portable, d'ordinateur, ni même d'électricité. Imaginez une scène de château, un manoir, une grande maison, où vit Rodolphe et où la retrouver Emma Bovary qui se cache aux yeux de son mari. Elle est tous les jours très contente de courir jusqu'à chez Rodolphe parce qu'elle croit qu'elle est en train de vivre la plus belle des histoires d'amour. Et parce qu'elle veut vivre une vie de princesse, elle dépense beaucoup d'argent dans les robes, dans les bijoux, dans tous ces objets qui fabriquent une apparence trompeuse. On a affaire à deux personnes dans cette scène, Emma et Rodolphe, qui mentent beaucoup. Et Gustave Flaubert, celui qui raconte l'histoire, s'en amuse. « Mais tu as pleuré, dit-il. Pourquoi ?» Elle éclata en sanglots. Rodolphe crut que c'était l'explosion de son amour, et comme elle se taisait, il prit ce silence pour une dernière pudeur, et alors il s'écria. Je m'arrête là. Il faut comprendre dans ce passage qu'il y a de l'ironie, que Rodolphe n'en avait pas grand-chose à faire du sentiment d'amour d'Emma. L'explosion de son amour, ça paraît exagéré, et ça l'est. Imaginez bien une scène où il y a Emma en face de Rodolphe, et Emma est dans une crise de larmes. Et Rodolphe, malgré ce que voudrait faire croire le texte, il est surtout très embêté par cette scène. « Ah, pardonne-moi, tu es la seule qui me plaise. J'ai été imbécile et méchant. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Qu'as-tu ? Dis-le donc. » Rodolphe, là, il dit à Emma ce qu'elle voudrait bien entendre. Ce n'est pas très sincère, c'est un hypocrite. En lui disant « tu es la seule qui me plaise », sa seule intention, c'est qu'Emma arrête de pleurer. Il veut simplement être tranquille, il est prêt à lui dire tout ce qu'elle veut entendre. Il s'agenouillait. Il fait semblant d'être un prince, Rodolphe, et il s'agenouille, comme pour rendre hommage à celle qui pleure. « Eh bien, je suis ruiné, Rodolphe. Tu vas me prêter 3000 francs. Dès qu'il est question d'argent, Rodolphe est moins chevaleresque. Rodolphe redevient sérieux. Il se dit qu'il va devoir être attentif parce qu'Emma est en train d'exiger de lui quelque chose qu'il n'est pas prêt d'accepter. « Tu sais, continuait-elle vite, que mon mari avait placé toute sa fortune chez un notaire. Il s'est enfui. Celui qui s'est enfui, c'est le notaire. Nous avons emprunté de l'argent car ses clients ne payaient pas. Il est question là de Charles. Mais aujourd'hui, faute de 3000 francs, on va nous saisir. Emma demande de l'argent à Rodolphe parce qu'elle a des dettes, parce que son mari a des dettes, et que s'il ne paye pas des huissiers, des personnes commanditées par la justice, vont venir chez les époux Bovary leur reprendre des objets qui permettront de compenser la somme qu'ils doivent à ceux qui leur ont prêté de l'argent. Je reprends. C'est à présent, à l'instant même. Emma insiste sur l'urgence de la situation. Il faut qu'elle ait l'argent et vite. Et comptant sur ton amitié, je suis venu. Ah, pensa Rodolphe, qui devint très pâle tout à coup. Imaginez Rodolphe, Emma, elle lui parle d'argent. Elle pleure. Ce n'est pas la Emma Bovary qu'il a envie d'avoir avec lui. Lui, il veut juste profiter d'elle. Il ne veut pas que ça devienne sérieux. On découvre là toute l'hypocrisie de Rodolphe. Il est en colère de découvrir qu'Emma a envie de discuter de choses sérieuses avec lui. Il va prendre peur. C'est ce genre d'homme qui ne profite des relations humaines que quand elles procurent du plaisir. Dès qu'il s'agit de venir en aide à quelqu'un, Rodolphe, c'est un lâche. Enfin, il dit d'un air calme. « Je ne les ai pas, chère madame. » Pourquoi Rodolphe utilise l'expression « chère madame » ? C'est pour rejeter Emma. Je vous appelle Emma quand je vous aime bien, je vous dis chère madame quand je n'ai plus trop envie d'avoir affaire à vous. Hypocrite, je vous disais. Il les eût tus qu'il les aurait donnés, sans doute bien qu'il soit généralement désagréable de faire de si belles actions. Là, on est dans la tête de Rodolphe, l'écrivain de ce texte. Flaubert utilise de belles formules pour dire quelque chose de très simple. Rodolphe ne veut pas donner d'argent. Et si Flaubert utilise de belles formules, représenter ce qu'il se passe dans la tête de Rodolphe qui cherche des moyens gentils d'annoncer à Emma qu'il n'est pas prêt de l'aider, qui cherche les formules les plus nobles possibles pour lui dire à Emma « Non, je ne vais pas t'aider ».
Pour comprendre ce qu'il se passe à ce moment-là du texte dans la tête de Rodolphe, imaginez que quelqu'un, un ami ou un proche, vous demande quelque chose et que ça vous déplaît d'accepter, ça vous dérange pour une raison ou pour une autre. Plutôt que de lui dire non, parfois vous allez chercher une bonne manière de lui dire non. On utilisera dans ce cas ce qu'on appelle en français des antiphrases. Une antiphrase, c'est assez proche de l'ironie. Comprenez que c'est une manière de dire non sans tout à fait le dire, sans qu'on puisse nous reprocher qu'on a dit non. On fait comprendre que l'on ne veut pas, en utilisant notamment de belles formules toutes faites, toutes prêtes. Elle resta d'abord quelques minutes à le regarder. J'ai repris. Madame Bovary resta d'abord quelques minutes à le regarder. Tu ne les as pas? Elle répéta plusieurs fois. Tu ne les as pas? J'aurais dû m'épargner cette dernière honte. Tu ne m'as jamais aimé. Tu ne vaux pas mieux que les autres. Emma se rend compte, si elle ne s'en était pas déjà rendu compte, que Rodolphe n'est pas le prince qu'elle attendait, et qu'encore une fois, l'homme qu'elle croyait aimer est celui qui lui fait découvrir des sentiments beaucoup plus négatifs, comme celui de la honte. Rodolphe l'interrompit, affirmant qu'il se trouvait gêné lui-même. À ce moment-là de l'extrait, imaginez bien, puisque vous revivez mentalement la scène, qu'Emma et Rodolphe ne sont plus aussi proches l'un de l'autre. Et Emma regarde autour d'elle et voit qu'autour de Rodolphe, il y a tout un équipement de noble qui ne pourrait être possédé à l'époque, et s'il n'avait plus d'argent, il pourrait toujours revendre tous ces objets qu'il a autour de lui. Une carabine qui est un objet de valeur. Mais lorsqu'on est si pauvre, on ne met pas d'argent à la crosse de son fusil. On n'achète pas une pendule avec des incrustations d'écailles, continuait-elle en montrant l'horloge de boule. Emma, elle regarde tout autour de Rodolphe, et elle veut lui faire comprendre que s'il ne lui donne pas de l'argent, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas, c'est parce qu'il ne veut pas lui donner d'argent. Oh, rien ne lui manque. Lui, c'est Rodolphe. Il est narcissique. Avoir tous ces objets autour de lui, ça le fait se sentir important. Tu chasses à court. Chasser à court, c'est chasser dans des conditions qui ne sont possibles que pour les nobles au XIXe siècle. C'est chasser avec un cheval. Ça suppose d'appartenir à une certaine classe sociale. Tu voyages à Paris. Et quand ce ne serait que cela, s'écria-t-elle. Ça y est. Rodolphe et Emma sont arrivés à ce qu'on appelle le point de rupture. Ils s'aimaient, ils se détesteront désormais. Mais moi, je t'aurais tout donné. Et c'est Emma qui continue de parler dans ce dernier passage. J'aurais tout vendu, j'aurais travaillé de mes mains, j'aurais mendié sur les routes pour un sourire, pour un regard, pour t'entendre dire merci. Et tu restes là tranquillement dans ton fauteuil, comme si déjà tu ne m'avais pas fait assez souffrir. Sans toi, sais-tu bien, j'aurais pu vivre heureuse. Je m'arrête là dans mon commentaire sur ce texte. Il reste quelques lignes à analyser et c'est le travail que je vais vous demander de réaliser en ce jour 9. Commentez les dernières lignes du texte, complétez cette interprétation du texte en quelques lignes. On se retrouve lundi. Reposez-vous bien. À tantôt.